Chers compatriotes, le 5 septembre 1960, nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba, et certains autres ministres. À l'aube de l'indépendance congolaise, un homme discret mais déterminé s'impose au sommet de l'État. Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo, il incarne l'espoir d'un pays en quête de souveraineté et d'unité. Pourtant, derrière l'image du père de l'indépendance se cache un parcours marqué par les luttes d'influence, les sécessions, les rébellions et les trahisons. Entre l'affirmation de l'autorité nationale et l'effritement progressif du pouvoir, Kasavubu tente de maintenir l'équilibre dans une jeune nation minée par les divisions ethniques, les rivalités politiques et les convoitises internationales. De la reconnaissance internationale obtenue grâce à l'ONU à la difficile réunification du Congo, de son bras de fer avec Moïse Tshombe à l'instauration de la Constitution fédérale de 1966, Luluabourg, jusqu'à sa destitution par le coup d'État de Mobutu, l'histoire de Kasavubu est celle d'un combat acharné pour la stabilité, souvent contrarié par les réalités d'un État fragile. Si son héritage reste ambivalent, ces actions ont jeté les fondations de l'État congolais moderne et alimentent encore aujourd'hui les débats sur l'unité nationale et la décentralisation. Dans ce documentaire, nous reviendrons sur les grands épisodes de son mandat, ses réalisations, ses choix controversés et son legs politique. Une plongée dans le parcours méconnu d'un chef d'État qui, malgré l'adversité, a toujours défendu l'intégrité du Congo. Kasavubu voit le jour en 1915 dans le village de Koumadizi près de Tchela, au cœur du Mayombe, dans le Bas-Congo, une région qui appartenait alors au district de la province de Léopoldville sous domination coloniale belge. Issu du sous-groupe ethnique Yombé, lui-même rattaché à l'ethnie Congo, Joseph porte un nom lourd de sens, Kassa, qui signifie poison ou épreuve, en référence à l'arbre dont on extrayait le poison rituel. Huitième d'une fratrie de 9 enfants, il perd sa mère, Mavungu Matubi, à l'âge de 4 ans. Son père, Vubu Chiku, cultivateur prospère, avait autrefois exercé comme interprète auprès des commerçants ambulants de Cabinda. En 1924, à seulement 9 ans, Kassa intègre la mission catholique de Kizu, située à 6 km de son village natal. Après 3 mois de catéchèse, il est baptisé le 30 et 1 janvier 1925, prenant le prénom chrétien de Joseph. Il poursuit ses études au petit séminaire de Batakiela de 1928 à 1936, où il suit un cursus d'humanité gréco-latine destiné à former de futurs prêtres. Parmi ses condisciples, on retrouve Joseph Malula, qui deviendra plus tard cardinal du Congo-Kinshasa. Kasavubu s'impose par son sérieux et sa rigueur, s'épanouissant dans une vie d'ascèse intellectuelle et morale exigeante. En 1936, il entre au grand séminaire de Kabwe, dans le Kasaï occidental, toujours encadré par les pères de Cheut. Pendant 3 années, jusqu'en 1939, il s'immerge dans les études de philosophie. Mais son esprit critique et son indépendance inquiètent ses formateurs. Jugé tête critique dangereuse et porteur d'un esprit d'indépendance, malvenu, il est renvoyé avant d'entamer la théologie. Rentré au Mayombe, Joseph trouve d'abord un poste de commis aux Écritures à la grande mission de Kangou sur la route de Boma à Tchala. Il gagne 80 francs par mois, un salaire modeste. Désireux d'améliorer ses conditions de vie, il suit des cours de pédagogie et obtient en 1940 un diplôme d'instituteur. Il enseigne à l'école secondaire de Kangou. Cependant, son franc-parler provoque un conflit avec le supérieur et l'évêque. Il adresse une lettre au ton vif à l'évêque Van den Hoven exprimant son désaccord. En mai, il rejoint l'Agrifor, une société d'exploitation forestière et agricole, avec un salaire de 500 francs par mois. Grâce à cette stabilité financière, il épouse le 10 octobre Hortense Ngoma Masunda, lors d'un mariage religieux à la mission de Kangou. Le couple aura 9 enfants. Un an plus tard, en juin 1942, après avoir brillamment réussi le concours de recrutement, Kasavubu entre dans l'administration coloniale à Léopoldville comme commis au service des finances. Il accède à un poste jusque-là réservé aux Européens. C'est à cette époque qu'une erreur de transcription administrative modifie son nom. Kasavubu devient Kasavubu. Il reste 15 ans au sein de l'administration jusqu'à sa nomination comme bourgmestre de la commune de Derndal en décembre 1957. Dès 1943, parallèlement à son travail, Kasavubu dispense des cours du soir de français à ceux qui souhaitent progresser. Il entre la même année à l'ADAPES, Association des anciens élèves des pères de Cheut, et devient secrétaire général en 1946, grâce à l'appui de Jean Bolikango, président de l'association. Il rejoint également l'UNISCO, Union des intérêts sociaux congolais, fondée par Bolikango, Joseph Iléo, secrétaire général, et d'autres notables.
L'UNISCO vise à défendre les droits sociaux des Congolais et à lutter contre les discriminations raciales. Dès son admission, Kasavubu y présente un exposé intitulé « Le droit du premier occupant ». Durant cette période, il publie de nombreux articles en faveur de la valorisation des institutions traditionnelles Congo, le matriarcat, la prépondérance du clan et l'appartenance coutumière au sol. En 1950, Edmond Nzenza-Landou fonde l'Abako, Association des Bakongo, initialement créée pour l'amélioration, l'unification et le perfectionnement de la langue kikongo. Derrière cette mission linguistique, l'objectif réel de l'association était bien plus politique, unifier les Bakongo et affirmer leur identité collective. C'est dans ce contexte que Simon Nzenza sollicite Joseph Kasavubu pour rejoindre l'Abako. Le 21 mars 1954, il est élu président de l'organisation. Sous sa direction, l'association qui jusque-là stagnait prend un nouvel élan. Fervent défenseur de l'éducation, Kasavubu crée la même année l'association Bourse et d'études du Mayombe destinée à soutenir la scolarisation de la jeunesse du Mayombe, dont il assure aussi la présidence. Kasavubu introduit bientôt une dimension politique au sein de l'Abako. Le 28 août 1956, il publie le manifeste de l'Abako en réaction à la prudence du manifeste de la conscience africaine, 30 juin, qui prônait une indépendance à long terme, inspirée du plan de 30 ans de l'universitaire belge Jeff Van Bilsen. Kasavubu tranche, il réclame l'indépendance immédiate du Congo. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les mouvements de liberté se multiplient à travers le monde et l'Afrique. Au Congo, une élite émergente, les évolués, jeunes intellectuels peu diplômés mais politiquement éveillés, expriment son mécontentement face à la politique coloniale jugée raciste et discriminatoire. Malgré les réformes sociales annoncées par le pouvoir belge, la frustration monte. Sous l'impulsion de Kasavubu, actes de désobéissance civile, boycott et revendications s'intensifient, notamment à Léopoldville. En réponse au manifeste de conscience africaine, l'Abako publie un contre-manifeste tonitruant exigeant l'indépendance immédiate. La popularité de Kasavubu dépasse alors le cercle des membres de l'Abako. Réélu à la présidence de l'association le 14 octobre, il remporte l'année suivante les élections communales et devient bourgmestre de la commune de Dandal, actuelle commune de Kasavubu. Premier Congolais à occuper ce poste dans la capitale, il transforme chacun de ses meetings en tribune contre le colonialisme. Le 20 avril 1958, lors de son intronisation, il prononce un discours politique qui lui vaut un avertissement du gouverneur provincial, mais renforce sa stature de leader du nationalisme congolais. Le 16 novembre, il était même proclamé roi des Bakongo, en présence de chefs coutumiers et des cadres de l'Abako. En 1956, Patrice Lumumba partage d'abord la position modérée des signataires du manifeste de la conscience africaine, parmi eux Joseph Albert Malula, Joseph Iléo et Joseph Ngalula, qui prônent une indépendance douce et une fédération avec la Belgique. Le 10 octobre 1958, Lumumba cofonde avec eux le Mouvement national congolais, MNC, unique parti réellement national et multiethnique du Congo. Grâce à son charisme et son éloquence, il est désigné président de cette nouvelle formation. Mais un tournant s'opère en décembre lorsqu'il participe à Accra, Ghana, à une conférence panafricaniste réunissant Kwame Nkrumah, Ahmed Sékou Touré et Gamal Abdel Nasser. Séduit par l'idée d'une union des États africains indépendants, Lumumba s'approprie la cause panafricaniste. Dès lors, il milite pour une indépendance immédiate, non comme un don de la Belgique, mais comme un droit acquis et défend un Congo unitaire et indivisible. En décembre 1958, Kasavubu renforce ses relations avec le maire de Brazzaville, l'abbé Youlou, qui lui propose un soutien politique et suggère d'envoyer les enfants abakistes étudier de l'autre côté du fleuve, évitant ainsi la Belgique. De nombreuses familles de l'Abako, y compris celles de Kasavubu, s'installent alors à Brazzaville en 1959. Le 4 janvier 1959, l'Abako convoque un grand meeting à Kalamou. Mais à la dernière minute, l'administration coloniale l'annule. Après un bref discours de Kasavubu, les militants, frustrés, se soulèvent. Pour la première fois dans cet empire du silence, une insurrection d'ampleur éclate. La répression est sans honte. La police et l'armée font plusieurs morts. Kasavubu est révoqué le lendemain de ses fonctions de bourgmestre et arrêté le 8 janvier après quelques jours de clandestinité. Face à cette crise, le 13 janvier, le roi Baudouin annonce à la radio sa volonté de conduire le Congo vers l'indépendance sans atermoiement mais sans précipitation. Libéré provisoirement le 14 mars, Kasavubu est convoqué à Bruxelles avec Daniel Kanza et Edmond Nzenza-Landou pour des négociations. À son retour, son ton s'est modéré. Il plaide désormais pour une indépendance concertée avec la Belgique. L'Abako obtient même un certificat d'honneur, une reconnaissance coloniale convoitée.
En avril, estimant que le Bas-Congo est plus déterminé que le reste du pays, Kasavubu propose la création d'une République du Congo central. Son plan Kasavubu prévoit l'indépendance immédiate du Bas-Congo, du Kwango et du Kwilu, qui formeraient une entité fédérée avec l'Angola, Congo portugais, et le Congo-Brazzaville, Congo français, les trois composantes historiques de l'ancien royaume du Congo. Une fois les autres provinces indépendantes, le Congo central pourrait envisager une fédération des États congolais indépendants. Au lendemain des émeutes de Léopoldville de janvier 1959, l'idée fédéraliste de Joseph Kasavubu commence à prendre forme. Sans grande difficulté, il rallie son fief du Bas-Congo et obtient le soutien du Kiamfu, grand chef du Kwango. Restait alors à convaincre le Kwilu. C'est Cléophas Kamitatu, figure de proue du PSA à Kikwit, qui répond favorablement à l'initiative de l'Abaco. Dans une lettre adressée le 15 juillet à Gaston Diomi, un cadre influent de l'Abaco, Kamitatu déclare accueillir avec enthousiasme tout le plan de la République du Congo central. Cependant, cet alignement de Kamitatu ne fait pas l'unanimité au sein du PSA. À Léopoldville, le comité central du parti se méfie de ce qu'il perçoit comme un projet de démembrement du Congo sous couvert de fédéralisme. Antoine Gizenga, leader du PSA, refuse de se prononcer hâtivement sur une démarche qui pourrait ébranler les fondements mêmes de son parti. Finalement, un compromis est trouvé. Les trois leaders s'accordent sur la formule d'une République fédérale unitaire du Congo. Cette union donne naissance au cartel Abaco-PSA qui se montre désormais plus déterminé que jamais à arracher l'indépendance. Lorsque la Belgique annonce que l'indépendance congolaise n'interviendrait que dans 4 ans, le cartel riposte et réclame une nouvelle conférence de Berlin. Ne se sentant pas entendus par l'administration coloniale, les leaders du cartel décident en novembre d'élargir leur alliance en s'adjoignant le MNC Kassai d'Albert Kalonji. Désormais, l'Abaco, le PSA et le MNCK dénoncent ensemble la dictature coloniale belge, l'accusant de présenter les leaders congolais comme des agitateurs et de manipuler des oppositions tribales pour susciter des troubles sans dans certaines régions. Le 23 novembre, les directoires des trois partis se réunissent en séance extraordinaire. Ils adoptent une résolution dans laquelle ils se disent disposés à trouver un terrain d'entente dans l'intérêt des populations congolaises et belges, tout en réaffirmant leur exigence, la tenue d'une table ronde avant les élections et la formation d'un gouvernement congolais dès janvier 1960. Face à la pression croissante, le ministre belge du Congo et du Rwanda-Urundi consent enfin à recevoir les leaders du cartel à Léopoldville le 26 novembre. Mais la rencontre s'achève sur un constat d'échec. Les positions restent irréconciliables. Les discussions se poursuivent alors à Bruxelles, où Kasavubu, Gizenga et Kalonji sont convoqués le 1er décembre. Là encore, aucun accord n'est trouvé. Et les autorités belges réaffirment leur intention de maintenir les élections communales et territoriales de décembre 1959, avant la tenue de la table ronde. Le 2 janvier 1960, Joseph Kasavubu cède ses fonctions de bourgmestre de Derndal. Le 20 janvier s'ouvre à Bruxelles la conférence de la table ronde politique. Kasavubu y joue un rôle clé. Il exige la participation de Patrice Lumumba, alors emprisonné à Jadoville, Likasi. À l'arrivée de Lumumba, le 25 janvier, Kasavubu cède la présidence de la délégation du cartel. Toutefois, il quitte la conférence dans des circonstances ambiguës, n'y reprenant sa place que 2 semaines plus tard. Son prestige en sort affaibli notamment au-delà du Bas-Congo. Les nationalistes lui reprochent ses thèses fédéralistes, tandis que les modérés dénoncent son intransigeance envers la puissance coloniale. Les élections générales de mai 1960 consacrent la victoire des partis nationalistes. Au niveau national, c'est le MNC de Patrice Lumumba qui s'impose comme le grand vainqueur du scrutin, remportant le plus grand nombre de sièges. Le PSA arrive en 2e position et l'Abaco de Kasavubu en 3e. À Léopoldville, bastion historique de l'Abaco, le PSA crée la surprise en arrivant en tête. À la publication des résultats, la victoire des partis nationalistes, souvent qualifiés de partis de gauche, est éclatante. Logiquement, Lumumba, majoritaire au Parlement, devrait former le gouvernement. Mais, avec l'appui de la Belgique, par l'entremise du ministre Auguste Genshoff van der Merch, Kasavubu tente de bloquer son accession au pouvoir. Il forme alors un cartel d'union nationale, surnommé aussi Front anti-Lumumba, et est même désigné par les Belges comme formateur du gouvernement. Cependant, le 10 juin, Antoine Gizenga conclut un accord avec Lumumba pour constituer un gouvernement anticolonialiste qui préserve l'unité du pays. Lumumba devient Premier ministre et Gizenga vice-premier ministre. Le 24 juin 1960, avec le soutien décisif de Patrice Lumumba et d'Antoine Gizenga, Joseph Kasavubu est élu président de la République du Congo. Face à Jean Bolikango, son principal adversaire, Kasavubu s'impose grâce à son parcours de pionnier de l'indépendance et par la nécessité de préserver l'unité nationale. Élu par les 2 chambres réunies, il recueille 159 voix sur 216.
Le 30 juin 1960, le Congo célèbre son indépendance. Après l'hymne debout congolais, 2 discours sont au programme. Celui du roi Baudouin de Belgique et celui de Joseph Kasavubu. Dans son allocution, empreinte de paternalisme, Baudouin salue l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, poursuivi par la Belgique, et invite les Congolais à demeurer reconnaissants envers leur civilisateur. Kasavubu, dans une tonalité similaire, met en avant les apports de la colonisation. La langue, la législation et la culture occidentale, notamment l'action de l'Église catholique qui, selon lui, a enrichi la personnalité de l'homme noir. Contre toute attente, Patrice Lumumba prend la parole. Dans un discours vibrant, il dénonce avec fougue les souffrances du régime colonial, livrant un réquisitoire implacable qui marquera l'histoire. Le gouvernement Lumumba ne dure que 66 jours, du 1er juillet au 5 septembre. Alors que la Belgique intervient militairement dans le jeune État indépendant, Lumumba et Kasavubu s'absentent souvent de Léopoldville. Au Bas-Congo, du 7 au 10 juillet, au Kasaï et au Kivu, du 11 au 14 juillet, puis à Stanleyville, du 17 au 19 juillet. Le 14 juillet, ils rompaient les relations diplomatiques avec Bruxelles. Le même jour, ils envoient un télégramme à Nikita Khrouchtchev, chef de l'URSS, l'invitant à suivre de près la situation au Congo. Si Kasavubu collabore d'abord avec Lumumba pour stabiliser le pays, les tensions s'accentuent dès août 1960. Courtisé par la Belgique, sous pression de l'Abaco, de partis anti-lumumbistes, de diplomates occidentaux, de l'ONU et du clergé catholique, Kasavubu décide de s'opposer à son Premier ministre, qu'il accuse d'entraîner le pays dans le chaos. Le 5 septembre, il révoque Lumumba et nomme Joseph Ileo à sa place. Lumumba est brièvement arrêté le 11 septembre mais libéré par le général Victor Lundula. Furieux, Kasavubu limoge Lundula et nomme Joseph Désiré Mobutu commandant en chef de l'armée. Avec Mobutu, il ferme le Parlement le 13 septembre, l'ONU suspend la radio et les aéroports. Le 14 septembre, Mobutu neutralise Lumumba, l'accuse de communisme et installe le collège des commissaires généraux. Kasavubu demeure chef de l'État. Le 23 novembre, Kasavubu remporte la bataille diplomatique à l'ONU. Il est reconnu comme l'unique autorité légitime du Congo. En février 1961, il met fin au collège des commissaires généraux. Durant le premier semestre de 1961, il s'efforce de réunifier pacifiquement le Congo par des tables rondes et cherche à établir un gouvernement crédible. Avec l'appui de l'ONU, un gouvernement reconnu est installé en août. En août 1961, Cyril Adoula devient Premier ministre. Pendant 3 ans, sa collaboration avec Kasavubu est étroite. La fin de la sécession katangaise est obtenue en janvier 1963 avec l'exil de Moïse Tshombe. Partisan de l'unité nationale, Kasavubu soutient dès 1962 un projet fédéraliste et la création de nouvelles provinces. En 1963, le Congo semble avoir retrouvé la stabilité. Mais dès janvier 1964, de nouvelles rébellions éclatent. À mesure que l'ONU se retire, l'autorité de l'État s'effondre. Le 30 juin, Kasavubu limoge Adoula et appelle Tshombe, revenu d'exil, à la tête du gouvernement pour juguler les rébellions. Pour stabiliser le pays, Kasavubu introduit en 1964 la constitution de Luluabourg, qui instaure un régime fédéral avec 21 provinces autonomes et un président fort. Adoptée par référendum, cette réforme entend apaiser les tensions régionales, mais échoue à pacifier le pays. De juillet 1964 à septembre 1965, le pouvoir de Kasavubu s'effrite. Son prestige international s'estompe. En octobre, il tente de reprendre la main en révoquant Tshombe et en désignant Évariste Kimba. Kimba échouant à former un gouvernement, Mobutu s'empare du pouvoir le 24 novembre 1965. Le lendemain, Kasavubu est destitué. Assigné à résidence quelques jours, Kasavubu se retire dans son village natal du Mayombe. Il ne reviendra plus jamais en politique. Le 29 septembre 1966, il est proclamé sénateur à vie. Il meurt le 24 mars 1969 à Boma d'une hémorragie cérébrale dans la misère. Mobutu avait gelé ses avoirs et durci ses conditions de vie. Des funérailles nationales ont lieu à Kinshasa le 26 mars. Il est inhumé à Singini, près de Tchela, sur la terre de ses ancêtres. En 2020, Félix Tshisekedi, 5e président de la RDC, honore sa mémoire en le proclamant héros national, au même titre que Patrice Lumumba. Au cours de son mandat, Kasavubu tente de relancer l'économie à travers quelques projets et réalisations dont la relance du projet du barrage d'Inga en 1965, la création de la Banque centrale du Congo, l'attribution de bourses d'études pour former l'élite congolaise, la création de la société Air Congo. L'héritage de Kasavubu reste contrasté. Pionnier de l'indépendance, il pose les bases de l'État congolais. Pourtant, la destitution de Lumumba aggrave les fractures politiques. Son projet fédéraliste, bien qu'audacieux, échoue à réconcilier les rivalités régionales. Moins charismatique que Lumumba, son leadership prudent
lui vaut d'être perçu comme hésitant. Toutefois, son ambition de structurer l'État, incarnée par la constitution de Loulouabour, continue de nourrir aujourd'hui les débats sur la décentralisation et les rapports entre pouvoir central et province.